Ok, très bien. On va se lancer avec sa deuxième session sur l'IA embarquée, que j'ai le plaisir d'animer. Je suis Yann O'Connor, professeur à Centrale Lyon et à l'Institut des nanotechnologies de Lyon. Et on va commencer par une présentation dans le cadre d'émergence. C'est bien ça, ça. Une exactement. présentation de Benoît Miramont du LEAT sur le spiking et l'optimisation matérielle logicielle. Benoît, Merci beaucoup Yann pour l'introduction. Donc, je suis Benoît Miramont, professeur à l'Université Côte d'Azur, laboratoire LEAT. Et donc, je vais vous présenter effectivement les travaux menés dans le cadre du projet Émergence sur l'optimisation conjointe des réseaux de neurones à spike et notamment sur la confrontation que l'on a pu faire entre les réseaux binaires, enfin entre les spikes binaires et les spikes gradués. Donc, le temps étant limité, je vais passer rapidement sur le plan de la présentation pour rentrer plus directement sur le rôle, la présentation de mon groupe de recherche eBrain et son rôle au sein du projet Émergence. Donc vous êtes peut-être déjà familier avec le laboratoire LEAT, laboratoire d'électronique, antenne et télécommunication, qui est donc situé à Nice et plus exactement à Sophia Antipolis. Et on a donc cette chance de pouvoir travailler de manière interdisciplinaire avec l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle 3IA Côte d'Azur, mais également l'Institut de neurosciences et de sciences cognitives, Neuromode, issus de l'université, ainsi qu'avec les partenaires industriels qui sont ceux de la Technopole de Sophia Antipolis. Ce qui fait un cadre de travail plutôt agréable pour pouvoir traiter ces sujets à la frontière donc, entre ces différentes disciplines et les aspects applicatifs. Le groupe eBrain, donc ça signifie Embedded Bio-Inspired Artificial Intelligence and Neuromorphic System. C'est un groupe que j'ai créé en 2015, à mon arrivée à Nice, et qui a vocation à traiter de manière conjointe l'aspect algorithmique inspiré de la biologie et les aspects matériels. Le projet Émergence en est l'exemple encore avec les collaborations qui peuvent se faire avec le laboratoire LPNC à Grenoble, Martial Mermillot, je ne crois pas qu'il soit présent sur ces journées, et également avec l'Institut des neurosciences de la Timone, avec Laurent Périnet. Comme je ne vois personne, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, j'ai vu qu'il était présent. Voilà, il est là-bas. Donc c'est fort de ces collaborations-là que j'ai aussi monté une chaire 3IA en 2020, qui va donc s'arrêter en cette fin d'année, et une chaire industrielle également avec Dolphin Design l'année dernière. Et donc, on sent bien que cette technologie des réseaux de neurones à spike, qui était encore très balbutiante il y a quelques années, monte en maturité, et ça devrait d'ailleurs, de notre côté, conduire à une start-up d'ici la fin d'année. Donc, de quoi s'agit-il? Bon, évidemment, il s'agit de s'inspirer du fonctionnement des neurones biologiques et de la manière de communiquer entre eux à travers des potentiels d'action de manière asynchrone le long de l'axone. Côté neurosciences, on peut trouver différents types de modèles de neurones qui vont manipuler ce type d'informations, du plus simple au plus complexe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les plus efficaces pour résoudre des problèmes de machine learning, les agencer en réseau et les entraîner pour pouvoir résoudre de manière peut-être plus efficace. Je dis bien peut-être parce qu'il faut prouver que ça fonctionne, puisque sur le papier, on va dire que ces modèles à spike bénéficient de plusieurs propriétés. Évidemment, ils ont une activité qui est parcimonieuse par définition. Donc ici, on parle bien de la parcimonie de l'activité et non de la structure au niveau des poids. Les opérations synaptiques sont plus simples puisqu'il s'agit d'accumulation, puisqu'on intègre dans le temps l'information qui est reçue à travers ces spikes, donc ces impulsions. Et le séquencement des opérations devient globalement asynchrone, puisque ce sont donc des événements qui sont transmis au cours du temps. Donc on a en tout cas, encore une fois sur le papier, une meilleure efficacité énergétique à l'issue du traitement par ces réseaux de neurones à spike comparé au machine learning standard. C'est ce qu'on regarde dans le projet Émergence sous deux angles particuliers. Là, c'est les activités un peu plus générales de l'équipe eBrain, donc à la fois sur la génération 2, c'est-à-dire après celle des réseaux de neurones quantifiés, donc ce que j'appelle Bio-Inspired Computing, qui correspond donc au réseau de neurones à spike. C'est le rôle du WP1 du projet Émergence que de s'intéresser à ces modèles événementiels, aussi bien au niveau du calcul qu'au niveau des capteurs et l'association des deux avec des caméras event-based, par exemple. Mais aussi au niveau du WP3, des propriétés un peu plus profondément issues du fonctionnement du cerveau, avec des propriétés comme l'apprentissage multimodal non supervisé, l'incremental learning. Et donc là, c'est le cadre de plusieurs thèses qui ont lieu dans le cadre de ce WP3. Donc, les propriétés, on va dire, s'accumulent au fur et à mesure des différents étages et des différentes générations de réseaux.
Et on va donc s'intéresser dans le cadre de cette présentation uniquement à la partie Spike. Donc quelques rappels pour débuter sur les fondements, on va dire, des réseaux de neurones à Spike. Quand ils sont utilisés pour résoudre des tâches de machine learning, ils sont finalement très semblables à ce qu'on trouve dans le deep learning, à la différence près que l'encodage de l'information est fait par ces trains d'impulsion, que les opérations sont plus simples et que le fonctionnement global est donc asynchrone, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Plus largement, on va dire qu'on peut aussi aller s'inspirer de mécanismes d'apprentissage qui viennent de la biologie et donc de l'information intrinsèque qui est présente dans ces spikes, à savoir le temps. C'est ce qu'on trouve avec des règles d'apprentissage comme la STDP. Dans le cadre des travaux qui sont menés pour l'instant, en tout cas de notre côté, et de ce qui va être présenté aujourd'hui, je vais simplement transposer le codage de l'information sans remettre en cause l'apprentissage. Ce sera le rôle d'autres partenaires dans le projet que d'aller étudier la transposition aussi de la règle d'apprentissage et d'essayer d'aller vers des règles locales et donc moins centralisées, moins supervisées. La question donc principale pour les réseaux à Spike, ce que l'on est en train de dire, c'est que l'information va être codée couche après couche par l'émission de trains d'impulsion, c'est comment représenter cette information. Différentes hypothèses sont présentes dans la littérature, soit en codant l'information par un rythme, donc une fréquence d'émission qui va être proportionnelle à l'intensité de l'information d'entrée, soit par un codage temporel qui, lui, va tenir compte ou réguler la date d'émission en fonction, encore une fois, de l'importance de ce signal. Ce que l'on voit assez facilement, c'est que le premier codage va nécessiter plusieurs spikes pour encoder l'information par neurone, à la différence du codage temporel qui, lui, va ne nécessiter uniquement qu'un seul spike par neurone, puisque c'est le temps qui va fournir la valeur, finalement, du spike qui va être émis. Faut-il encore manipuler ce temps, aussi bien au niveau de l'architecture qui va supporter l'inférence que aussi pendant l'entraînement? Or, aujourd'hui, les méthodes qui sont les plus robustes et les plus efficaces manipulent bien évidemment plutôt du rate coding. Pourquoi? Parce qu'on a simplement transposé le codage de l'information qui était fait en deep learning de l'espace dans le temps. Mais si on s'amuse à adapter légèrement l'encodage biologique en émettant non pas des trains d'impulsion qui sont binaires, donc purement des événements, mais qu'à chaque événement on associe une valeur, on obtient donc des graded spikes dans lesquels on peut effectivement compresser un peu plus l'information et conserver cette nature événementielle tout en ayant une activité moindre que dans les modèles rate standards. Excusez-moi. On va illustrer ça par un petit exemple. Donc, dans lequel on aurait 5 neurones qui cherchent à coder une information, une activité d'entrée comprise entre 0 et 1, donc 0,75, 0,5, 0,25 et 0, au travers, par exemple, de 4 time steps. Lors du premier time step, évidemment, seules les activités qui sont égales à 1 vont être en mesure de pouvoir émettre. Puis au deuxième time step, les activités supérieures à 0,75, ainsi de suite, 0,5, puis 0,25 sur 4 time steps. Donc la granularité évidemment de l'encodage, le nombre de time steps nous donne la granularité de l'encodage. On remarque ici que l'information qui à la base n'était pas du tout, ne contenait pas d'information temporelle, le devient par la création artificielle de ces barrières de synchronisation que sont les time steps. On peut donc évidemment transmettre la même information de manière plus compressée avec des spikes valués. Ils ne trouvent évidemment pas leur pendant biologique, mais on est bien dans le monde bio-inspiré et pas dans le monde biomimétique ici, en transmettant donc un spike qui va valoir 4, puis 3, puis 2, puis 1 pour ces 4 valeurs successives. On est bien en train de parler ici d'un problème de quantification de l'information, où finalement, soit le nombre de time steps, soit le nombre maximal de la valeur transmise, nous fournit le nombre de paliers de quantification de l'information, représenté ici pour une donnée X qui serait décodée X chapeau sur 8 time steps par exemple. Si on considère maintenant l'activité de ces deux exemples très simples,
eh bien, on a 2 spikes par neurone dans le premier cas, contre 0,8 spikes par neurone dans le deuxième cas, tout simplement parce qu'on a renforcé la valeur intrinsèque de chacun des spikes et on a, au passage, rendu le modèle un peu plus asynchrone en ne transmettant l'information que sur un seul time step. Donc sur le papier, on va dire que tout est là pour avoir des aspects positifs sur cette transformation, puisqu'on réduit l'activité. En réduisant l'activité, on réduit également la latence, tout en maintenant la même erreur de quantification, et l'encodage donc devient purement asynchrone. Mais pour s'en convaincre, voyons les répercussions que ça peut avoir au niveau matériel. Et pour cela, évidemment, on peut se référer à ce qui existe dans la littérature. On voit bien que ce qui est vrai lors de l'entraînement, on en a déjà parlé plusieurs fois ce matin aussi, n'est pas toujours vérifié une fois qu'on est déployé sur la cible, puisqu'on va avoir des contraintes multiples et variées. Il va donc falloir passer par tout un tas d'étapes après l'apprentissage pour préparer le modèle à son déploiement et affiner donc les contraintes matérielles et principalement les contraintes mémoire qui sont les plus difficiles à respecter, à tenir pour ces modèles de réseau de neurones. Donc c'est bien ce qu'on a fait aussi au LEAT. Ça nous a pris d'ailleurs plusieurs années pour y arriver, pour passer de l'entraînement jusqu'au déploiement matériel à travers un framework logiciel de co-design qui s'appelle Qualia et qui nous permet donc de manipuler les SNN de bout en bout, depuis l'apprentissage sur PyTorch ou Keras, puis la phase de préparation, ici à minima on va dire une phase de quantification, soit QAT, soit PTQ, et jusqu'au déploiement avec la génération de code automatique, donc soit sur notre plateforme, notre accélérateur matériel neuromorphique dédié au SNN Split, soit de manière couplée, si tout le réseau ne tient pas sur l'accélérateur, sur microcontrôleur, avec tout le reste qui tournerait donc sur l'accélérateur. Le framework logiciel est open source, il est disponible sur le lien suivant. Il permet d'ores et déjà de déployer des modèles donc hybrides sur des microcontrôleurs à base de cœur Cortex-M, ou bien de RISC-V, associés donc à l'accélérateur Split qui lui tournerait sur circuit FPGA. Donc Split est un accélérateur neuromorphique qui exécute les réseaux de neurones à spike en flux. L'information est transmise de couche en couche dans une architecture qui est pipelinée et dont, dans la version actuelle de cet accélérateur, il y a un NPU par couche qui permet donc de traiter le flux d'événements à la volée de manière en stream. La version en cours qui est en cours de développement prévoit d'adapter le parallélisme intrinsèque de chaque couche à l'activité en question, et donc de manière à pouvoir moduler le parallélisme à la charge de chacune des couches qui est globalement très variable d'une couche à l'autre. Donc si le framework logiciel est déjà disponible, et on l'a d'ailleurs mis à disposition depuis le mois de février au travers du projet Émergence, à travers un workshop qui a eu lieu, qu'on a organisé à Sofia, avec une session de formation. Le pendant matériel, lui, le sera au mois de juin, à travers donc, la mise en ligne de Qualia Bench, qui va être un serveur, globalement, sur lequel les membres du PEPR vont pouvoir déposer leur modèle préentraîné, charger donc, la description du modèle ainsi que ses poids pour pouvoir faire l'évaluation directe sur le FPGA, donc avec l'exécution sur Split, ce qui permettra d'en récupérer des métriques en termes de consommation énergétique, de latence, de performance bien sûr, pour pouvoir partager ces résultats avec les membres du projet et partager également des modèles et avancer donc, de cette manière plus fédérative. Les domaines d'application seront ceux qui sont déjà actuellement traités par Qualia et donc on en rajoutera au fur et à mesure, donc soit sur des données denses statiques, soit sur des données denses temporelles, soit sur des données qui seront sparses et temporelles comme des données event-based comme on en parlait tout à l'heure. Évidemment, là aussi, la distinction entre binary et graded spike va se faire, puisque quand on va passer en graded, l'encodage va se faire de manière plus compacte, plus rapide, puisqu'on va travailler sur un seul time step pour l'émission des informations d'entrée. Je reviens sur Split un instant pour parler de la différence qu'il va y avoir d'un point de vue matériel sur la transmission de l'information, soit binaire, soit de manière valuée. Comme je l'ai dit, en fait, le flux d'événements va être traité dans des FIFO, donc des buffers qui vont permettre de stocker l'information d'une couche par rapport à l'autre. Donc l'information qui est transmise, dans tous les cas, même dans le cas binaire, n'est pas un événement binaire. C'est en fait l'adresse du neurone émetteur à destination de la couche réceptrice qui va devoir retrouver les informations qui correspondent à ce spike.
On est bien ici donc dans le fonctionnement global d'une convolution sparse, mais dont les activations sont binaires. Donc globalement, à chaque fois qu'on reçoit une information, on décode cet AER, ce codage AER, Address Event Representation, et on va donc, ce qui va nécessiter une lecture en mémoire pour les poids, une lecture pour le potentiel de membrane, une accumulation dans le cas binaire, une opération MAC entière pour le cas gradué, et une écriture pour la mise à jour du potentiel de membrane. Donc les opérations sont très semblables entre binary et graded. La grosse différence va être principalement qu'on va, réduisant l'activité dans le cas gradué, évidemment, on va réduire considérablement le nombre d'accès mémoire, qui est la partie prépondérante de la consommation énergétique du réseau. J'en arrive à la partie erreur de quantification de ces deux modèles, puisqu'on est bien en train de dire finalement qu'un réseau à spike n'est rien d'autre qu'un réseau quantifié, mais quantifié dans le temps, au niveau de son activité, bien sûr. Je ne parle pas forcément ici des poids. Tout ce qui peut être fait en quantification sur les poids dans un réseau CNN standard peut être appliqué au cas spike. Donc, ce qui veut dire aussi que ce qu'on trouve assez peu rarement dans la littérature, ce type de comparaison, mais lorsqu'elle doit être faite, les performances d'un réseau SNN doivent toujours être faites avec un réseau CNN quantifié pour être le plus juste possible. Dans les deux cas, ça a été déjà évoqué dans certaines présentations ce matin, une manière de compresser plus efficacement l'information, c'est de faire du QAT, Continuous Network Training, et ici on va le faire de manière particulière puisque c'est un réseau à spike et non pas un réseau standard. Donc on peut étudier l'erreur de quantification d'un modèle Integrate and Fire qui va intégrer l'information I dans son potentiel de membrane V à travers une fonction EVSide H et vis-à-vis d'une tension de seuil VTH. Si on regarde comment décoder l'information d'entrée sur ces sorties Y, bien, tout simplement, en fait, on va accumuler le nombre de spikes au cours d'un certain nombre de time steps, lorsque c'est binaire, et moyenner cette information pour reconstruire l'activité de sortie. C'est ce qui va se passer, non pas forcément dans les couches intermédiaires, mais en tout cas au moins sur la couche de sortie de chacun des réseaux de réseaux à spike. Donc si on trace la fonction d'activation résultante, on a une fonction par palier, comme on le voit ici, comparée à la relue standard, et donc on y voit apparaître, en théorie de l'information, de manière classique, deux types d'erreurs de quantification, l'erreur granulaire lorsque l'entrée est comprise entre 0 et le seuil, et au-dessus du seuil, une erreur d'overload qui, elle, n'est pas bornée, comme on le voit ici assez facilement entre la courbe violette et la courbe bleue. Dans le cas gradué, finalement, on a la même chose, simplement le spike Z, cette fois-ci, va être compris entre 1 et n, n étant donc la valeur sur laquelle on souhaite quantifier l'information. Le 0 n'étant pas transmis, hein, je le répète, au niveau matériel. Et donc, la reconstruction de la sortie, X chapeau ici, va considérer non seulement les time steps, mais aussi le nombre de pas de quantification. Donc, on retrouve dans la figure ici les pas dont on avait parlé dans le petit exemple précédent, 0,25, 0,5, 0,65 et 0,75 et 1, multiplié par 2, parce que dans cet exemple, il y a 2 time steps et n vaut 4. Donc, l'équivalent à un réseau binaire sur 8 time steps. Donc pour faire la quantification, tenir compte de la quantification lors de l'entraînement, ce qu'on va chercher à faire finalement, c'est à placer au mieux ce point de saturation, VTH, en fonction bien évidemment de la dynamique du signal et de la complexité de la tâche qu'on cherche à traiter. Et donc c'est ce qu'on a proposé avec le modèle qui s'appelle Adaptative Threshold Integrate and Fire, dans lequel la tension de seuil va devenir un paramètre apprenable du réseau. On peut s'en convaincre avec un exemple de quantification d'une entrée qui suivrait une loi de probabilité normale centrée sur 0 avec un écart de sigma. L'exemple ici avec sigma qui vaut 0,1. Donc on voit l'erreur de quantification au cours du nombre d'itérations du processus d'optimisation sur 3 modèles de neurones. Le modèle IF standard avec un seuil fixe sur 4 time steps en violet. Le même mais sur 20 time steps en vert, et donc le modèle ATIF en bleu. Ce que l'on voit, c'est qu'au cours de l'apprentissage, sur un seul et unique neurone, hein, je le précise ici, on voit l'évolution au cours du temps donc, du ratio signal sur bruit, et on voit que le modèle part de la valeur de bruit de SNR du modèle à 4 time step pour converger vers le modèle
la valeur de celui à 20 time step, mais tout en restant sur 4 time step, donc 5 fois plus rapide que le modèle d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la valeur du seuil converge finalement à terme jusqu'à la valeur de sigma. Donc une fois qu'on sait maîtriser cette erreur de quantification pour des modèles à la fois spike, binaires et à la fois gradués, on peut les appliquer à des problèmes plus standards en machine learning, donc comme des problèmes évidemment de classification, mais aussi des problèmes de denoising, comme on en a parlé ce matin, mais je n'aurai pas le temps de présenter ces résultats-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va globalement faire l'apprentissage, comme c'est maintenant le cas depuis 2019. On va dire que c'est un peu la tournure, le changement dans le domaine SNN. C'est la publication de 2019 de Nefti qui nous a proposé, on va dire, d'adapter la backpropagation through time au cas des réseaux à spike, donc en tenant compte de leur état interne, et avec une fonction d'activation sur la passe backward qui va être une fonction surrogate, étant donné que, évidemment, la fonction heaviside n'est pas dérivable. Avec ces deux outils en main, on peut lancer des apprentissages sur n'importe quel type de problème aujourd'hui en SNN. Là, ici, l'estimation et les résultats sont faits sur des problèmes de classification, mais encore une fois, avec plus de temps, on pourrait montrer des résultats sur d'autres types de problèmes. Donc ici, sur CIFAR 10, Google Speech Command et NCARS, qui est un problème de classification piéton-voiture avec des données événementielles, avec une comparaison entre un réseau ANN, donc dense, avec le réseau SNN binaire à isotopologie. Alors les résultats ne sont pas forcément les derniers, on verra dans la slide suivante que les résultats ont été améliorés depuis, mais globalement on voit des écarts très faibles d'accuracy, sauf sur CIFAR 10, mais encore une fois sur la slide suivante, on va voir que cet écart s'est réduit. Et ce qu'on constate, c'est que l'activité au sein du réseau va être entre 10% et entre 8% et 15%, ce qui va conduire à la fin sur l'estimation énergétique qui va être faite grâce donc, au framework sur ces 3 datasets à un gain final du réseau SNN compris entre 6 et 8 au niveau de son efficacité énergétique. Globalement, l'énergie totale est représentée en vert et ce que l'on voit, c'est sans surprise que c'est le coût mémoire en jaune qui est tout à fait prépondérant, les coûts synaptiques étant 1 ou 2 ordres de grandeur inférieurs. Maintenant, si on fait la comparaison SNN SNN binaire versus gradué, alors c'est des résultats qui sont en cours de publication, le tableau n'est pas encore complet. Vous pouvez donc faire la comparaison sur VGG, mais pas sur ResNet. On voit l'accuracy très proche entre un modèle binaire spike T égale 4, N égale 1, c'est la deuxième ligne de chaque partie du tableau, contre son équivalent gradué, donc T égale 1, mais cette fois-ci N égale 4. Les performances globales sont tout à fait semblables, sauf qu'on a donc compressé encore une fois un peu plus l'information en passant de... Donc θ représente ici l'activité du réseau par time step. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier la deuxième ligne par 4 pour obtenir l'activité totale. Donc on voit bien qu'on est systématiquement inférieur dans le cas gradué. Et donc, mécaniquement, l'énergie va être également plus faible dans le cas gradué. L'effet cumulatif du passage ANN vers SNN binaire et SNN binaire vers SNN gradué fait un gain final cumulé de 11 à 12 par rapport à un réseau dense équivalent à isotopologie. J'ai terminé. En conclusion, donc, on voit bien ici que les réseaux binaires, à spike sont montés en maturité, et ce qui permet par le spectre ou le prisme, on va dire, de cette étude sur l'erreur de quantification, de pouvoir remettre en cause même la nature de ces spikes pour aller vers une sorte d'hybride entre un réseau quantifié et un réseau à spike, donc événementiel, pour essayer de trouver le meilleur compromis entre la sparsité d'un côté, le nombre d'activations globalement, et la performance, et donc à travers la réduction de l'erreur de quantification. Donc, in fine, Split, qui était à la base un accélérateur pour réseau de neurones à spike, devient un accélérateur pour réseau sparse. L'effet cumulatif donc, va nous permettre d'avoir un gain supérieur à 10 comparé au réseau dense initial, et le logiciel donc, Qualia, qui est d'ores et déjà disponible en open source, permettra aux autres membres aussi du projet de faire avancer ce domaine d'études, ainsi qu'avec l'apparition prochaine donc, de Qualia Bench qui permettra de récupérer les résultats énergétiques directement sur cible FPGA.
une autre perspective, puisque ça a été évoqué durant ces journées, c'est de créer aussi peut-être un rapprochement ou des passerelles entre Edge et la plateforme Edge et la plateforme Qualia, pour essayer peut-être d'étudier de manière plus factuelle les réseaux, des réseaux hybrides qui seraient composés de couches convolutionnelles denses et de couches sparses. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Benoît? Oui. Merci pour cette présentation très claire. Quand tu passes au spike graded, donc tu réduis le nombre de time steps, du coup tu dois réduire aussi la sparsité. Et donc comment t'expliques ce gain supplémentaire? Puisque des endroits, il y a des time steps où il y avait des zéros qui finalement se retrouvent avec des spikes. Donc est-ce qu'il te reste beaucoup de sparsité ou pas après cette opération? Donc les résultats montrent bien qu'on gagne globalement en sparsité parce qu'on code l'information sur un seul et unique time step. Donc évidemment, on va dire que tout dépend du niveau de précision que l'on attend au niveau de la tâche qui est à résoudre, mais ça c'est vrai dans le cas binaire comme dans le cas gradué. La seule chose, là où les réseaux gradués vont gagner, c'est qu'ils vont simplement accumuler l'ensemble de l'information qui serait transmise en plusieurs fois en une seule et unique activation. Donc finalement, ce qu'on a réduit, c'est la partie qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire le nombre d'activations de chaque neurone, pour réduire le nombre d'accès mémoire, tout en augmentant légèrement le coût synaptique, qui lui devient un peu plus compliqué parce que ce sont des multiplications entières. Mais comme on avait vu dans le diagramme, l'histogramme d'origine, la partie de coût synaptique, c'est toujours ce qu'on trouve d'ailleurs dans la littérature scientifique, et la plupart des travaux comparent uniquement les coûts liés aux opérations synaptiques et pas les coûts mémoire. Donc on trouve souvent dans la littérature des facteurs supérieurs à 100 d'amélioration de l'efficacité énergétique des réseaux à spike, mais évidemment parce qu'ils ne tiennent pas compte des coûts mémoire. Donc ici, effectivement, on arrive à réduire l'activité, donc à augmenter un peu la sparsité. C'est relativement faible, on l'a vu, hein, 1,6 entre 1 et 2. Mais le gain est quand même significatif. À la fin, on a un facteur supérieur à 10 par rapport au réseau dense. D'autres questions? Alors, Split, c'est une architecture, un matériel. Et je me posais la question, si on veut changer de cible architecturale pour tout le flow, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la quantité de travail qu'il faut investir pour changer de cible? Tout notre framework, il est pensé pour déploiement sur notre accélérateur. Pourquoi? Parce qu'on en a la maîtrise, c'est-à-dire que les autres accélérateurs Spike sont généralement relativement fermés. On pense à Alloy, on pense à BrainChip, Akida, ce sont des choses qui ne sont pas forcément directement accessibles, ou en tout cas qui le sont avec des frameworks qui sont des black box. Donc pour changer de cible, il faudrait créer une passerelle vers un autre environnement peut-être plus ouvert, vers différents types d'accélérateurs, et l'ouverture à Edge par exemple serait une très bonne façon de le faire. Okay, très bien. D'autres questions? Last chance. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Benoît. Et on va passer à la deuxième présentation. Oui, je veux bien. Merci, Benoît. Merci. Hop. Qui sera une présentation Native Mac. Pardon? Ouais, je vais essayer de connecter ça. Qui sera donné par Gilles Sasseteli du LIRM. Merci. Et sur des approches à propagation d'équilibre. Je prendrai... Ok, d'accord, merci. Alors, je vais essayer... Bon. Vous voyez un truc là? Ouais. Oui. Bon, on va dire que le réglage clavier est bon. Et a priori, ouais, super. 1, 2.
1, 2, ouais. Merci Yann pour l'introduction. Donc oui, là je réalise à la lecture du titre qu'il peut être perçu comme un peu cryptique. Là, dans la prochaine demi-heure, je vais essayer de vous parler essentiellement d'une famille de modèles qui s'appellent les EBM, qui sont des modèles qui sont réputés, de par notre expérience, comme étant difficilement vulgarisables. Donc il y a une bonne partie de mon exposé qui est dédiée à discuter de ce sujet, et l'autre partie peut-être un peu moins importante sur les résultats qu'on a obtenus, quoique. Donc on va voir tout ça ensemble. Voilà, je mentionne que c'est un projet, alors ce sont des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet Émergence, je vais y revenir un peu plus loin, et qui sont pour l'essentiel, sinon dans la totalité, réalisés par Mohamed Ouatfa, qui est en thèse avec nous au LIRM à Montpellier, et que je salue, et c'est des travaux qui sont également faits en collaboration, avec une très grosse contribution avec mon collègue Alberto Garcia Ortiz de l'Université de Brême. Voilà, donc Benoît a donné un éclairage sur le projet Émergence. Je ne sais pas si vous fournissez une casquette ou des lunettes de soleil là, mais... Donc voilà, un éclairage, moi c'est un éclairage légèrement différent, mais finalement ça englobe assez bien les motivations du projet. Dans le cadre du projet Émergence, on vise des applications qui sont à la périphérie, des applications d'Edge. Sans surprise, on essaye d'améliorer par au moins un ordre de grandeur des considérations d'efficacité énergétique, et puis on a cette volonté que d'aller vers de l'apprentissage on-chip, et on a aussi un focus assez prégnant, c'est par le biais d'un work package qui est dédié au benchmarking, à regarder tous les aspects qui ont trait à la soutenabilité, alors l'IA soutenable et la soutenabilité pour l'IA. Donc on travaille sur ces aspects-là que je ne présenterai pas directement aujourd'hui, mais il mérite d'être mentionné parce que c'est une emphase assez importante. Alors voilà, pour faire cette potion magique, on a deux ingrédients essentiels qui sont des modèles émergents. Alors Benoît a parlé de modèles inspirés des neurosciences, neuromorphiques, et aussi des technologies émergentes, et c'est de là que vient l'aspect near physics, donc proche physique, où finalement on essaye de faire un mariage un peu forcé entre ces deux mondes qui se côtoient typiquement pas systématiquement. Voilà, ceux-là sont plus du monde du machine learning, des maths, et ici on est plus du monde de la physique, quoique il y a de belles interactions entre les deux. Voilà quelques mots pour fixer les idées en termes d'efficacité énergétique. Alors voilà, là on est sur le schéma conventionnel d'une machine de von Neumann, où on a le processeur et puis la mémoire. On l'a vu tout à l'heure dans les coûts énergétiques qu'affichait Benoît. Il y a toujours une quasi-prépondérance en termes de consommation des accès mémoire. Si on regarde le sujet d'une manière un peu plus détaillée, voilà ce à quoi pourrait ressembler un chip conventionnel qui serait un accélérateur. Là on retrouve les PE avec les petites mémoires locales, et puis un buffer global, et le tout communiquant avec une DRAM. Donc là, sur ce papier qui est référencé en objet, on a extrait des données pour essayer de comprendre un peu là où sont les postes essentiels de communication. Donc dans un schéma d'inférence traditionnel, on a des schémas de transport des données qui sont comme décrits ici. Donc on a dans un premier temps le chargement des poids qui sont en provenance de la DRAM vers les mémoires locales qui stockent les poids du réseau. Enfin, la récupération des données à traiter, l'image par exemple, si on fait une inférence en classification, le streaming de ces données vers les unités de calcul, le calcul en lui-même, et enfin la récupération des données vers le buffer de sortie. Si on regarde l'énergie qu'on a consommée pour faire une inférence dans ce schéma-là, on a ces valeurs-là. Alors on normalise par rapport à la valeur la plus basse, qui est 200 femtojoules pour le calcul en lui-même, et on voit qu'on a consommé 25 fois plus d'énergie dans tout ce qui consiste au transport des données sur le chip, et finalement on a un facteur de plus de 3 ordres de grandeur pour les allers-retours entre le chip et la mémoire. Voilà, donc ça a été dit et redit, l'architecture von Neumann a ça comme un inconvénient, que des allers-retours incessants vers la mémoire, ça a un coût, une pénalité significative en termes d'efficacité énergétique. Et finalement, ça c'est un graphique que vous avez peut-être déjà vu, qui est maintenu à jour sur ce lien-là, où finalement on représente ici en abscisse la puissance consommée et en ordonnée la puissance de calcul en giga-opérations par seconde. Et là, les lignes en pointillés sont des ISO Energy Efficiency, donc efficacité énergétique. Donc on se balade sur cette ligne-là. On est sur une ligne où on est sur du 10 teraops
par watt fourni. Là-dedans, donc forcément, quand on veut accroître l'énergie, l'efficacité énergétique, ben on va essayer de monter en haut vers le haut gauche, la partie haute gauche du slide. On a les usual suspects là, donc ASIC, FPGA, GPU qui se baladent dans cette région-là. Et finalement, à l'instant, il y a une espèce de skyline des architectures logiques qui est à peu près là. Et là, on est dans la zone du 1 teraops par watt et on aimerait bien aller vers le 1 teraops par milliwatt ou 1 pops, 1 péta opérations par seconde par watt pour aller vers des domaines d'application qui sont à l'edge où on pourrait faire des tâches qui ne sont pas seulement triviales en termes de machine learning. Donc là, c'est des terres qui sont, on le pense, pour le moment plutôt peuplées avec les approches qui sont considérées in-memory, où on n'a pas ces allers-retours incessants entre la mémoire et le calcul, et essentiellement analogiques. Voilà, je rentre dans le vif du sujet, les EBM, pour essayer de vous présenter un peu, si vous ne connaissez pas encore ce genre de modèle. Donc, un modèle formel conventionnel, c'est une bête fonction paramétrique où la sortie est une fonction des entrées et des paramètres θ. Donc ça, c'est un modèle explicite, le format du calcul est explicite. Dans les EBM, on a une approche qui est radicalement différente. On a affaire à des modèles qu'on appelle implicites. Là, voilà, la boîte ressemble, jouant au jeu des 7 erreurs. Ici, on voit déjà un S qui apparaît. Ça veut dire que ce sont des modèles qui ont un état. Donc ce sont des systèmes dynamiques, qui ont une dynamique d'évolution qui leur est propre. Et quand on leur soumet une entrée X, la sortie est en fait l'état S qui correspond à la minimisation d'une fonction qui est une fonction scalaire, qui est cette fonction d'énergie. On va tenter de représenter cette fonction d'énergie. Donc elle peut avoir cette forme-là. Donc on retrouve ici x et y qui peuvent être les variables d'état, cet état S. Et en abscisse, en ordonnée, par exemple, sur Z, on a la valeur de l'énergie. Et en fait, voilà, cette minimisation, donc on a reformulé le problème de l'inférence comme un problème de minimisation, va consister en venir faire relaxer le système dans un minimum d'énergie, donc dans un puits d'énergie. Donc voilà, la dynamique d'évolution de ce système dynamique est spécifiée par une équation différentielle où l'évolution de l'état suit un gradient descendant de la fonction énergie. Donc vous voyez l'animation, vous voyez hop, 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 voilà, le système va venir se relaxer dans un puits d'énergie. Alors, un bel exemple, parce qu'il y a un prix Nobel il n'y a pas très longtemps, Hopfield, ce sont les réseaux de Hopfield, c'est les mémoires auto-associatives que vous avez déjà certainement vues. Donc ça, c'est une représentation d'un réseau de Hopfield. Voilà, donc c'est complètement connecté. Chaque unité est connectée à toutes les autres unités du système. On peut relaxer cette approche-là. Et ici, on a la fonction d'énergie qui est détaillée ici. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de la décoder, on ne va pas faire ça ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction d'énergie est superposable. Elle est la somme des contributions des énergies de chacune des unités. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette approche-là, on a un système dont la dynamique est spécifiée par des lois qui sont complètement locales, et chaque unité, ici, va prendre des décisions sur la mise à jour de son état qui correspondent à une minimisation de sa contribution énergétique propre. Voilà une petite animation, et j'en ai quelques-unes pour essayer d'illustrer ça de manière, j'espère, un tout petit peu pédagogique. Donc ça, c'est un réseau de Hopfield qui a été pré-entraîné par une loi de Hebb pour reconnaître des caractères. Donc là, on va voir un T, on va voir un O. L'espèce de chevelu que vous voyez ici, c'est par exemple, là, au tout début de cette vidéo que je n'ai pas encore lancée, cette unité qui va réaliser une mise à jour de son état sur la base des contributions de toutes les connexions que cette unité-là avec toutes les autres unités du système. Ah mince, ça part pas comme ça, je vais être obligé d'aller appuyer sur la vidéo en elle-même pour que ça se voit. Voilà. Et donc là, ce qui est tracé sur la partie droite, vous voyez, ça va assez vite. Vous voyez qu'on reconstruit un T avec les unités. Donc là, c'est des états binaires dans le réseau de Hopfield de base. Donc on a une minimisation de la fonction globale d'énergie qui correspond à la minimisation qui est opérée par chacune des unités de sa propre énergie. Voilà, là, on reconstitue un O, etc., etc. Alors, bon, on pourrait considérer qu'on n'a pas gagné grand-chose quand on a fait ça. On est passé d'une fonction explicite, clairement définie, à un problème d'optimisation. Bon, est-ce que ça va vraiment nous faire gagner quelque chose? Ben, oui, parce qu'il se trouve qu'en physique, et c'est l'aspect proche physique qui est traité dans le cadre de ce projet-là, en physique, tous les processus dans tous les champs de la physique se traduisent par une forme de minimisation de l'énergie et l'énergie dissipée. Alors que ça soit dans les systèmes mécaniques, en thermodynamique ou même en électromagnétisme, où on a systématiquement une minimisation de l'énergie dissipée. Pour vous en convaincre, j'ai fait une petite simulation ici. Ce que vous voyez, c'est un système masse-ressort ici,
tous les poids et tous les ressorts qui sont modélisés par les connexions ici sont complètement symétriques. Et là, j'ai donné un état initial. Vous voyez que j'ai un peu pincé, j'ai tiré. Et puis, je vais lâcher. Alors, ça va certainement pas... Si, ça marche comme ça. Vous voyez, donc voilà, j'ai des ondes qui se propagent, j'ai une forme de stabilisation et la valeur de l'énergie qui vient se relaxer vers un minimum. Donc ça, c'est un système EBM, c'est un système qui procède, qui est physique, à une minimisation de l'énergie. Alors ce que vous voyez là, c'est pas la fonction d'énergie, c'est le parcours de l'état du système dans la minimisation de l'énergie pour arriver vers un puits d'énergie. Donc là, peut-être que vous sentez un peu la chose arriver. L'idée sous-jacente derrière ça, c'est quoi? Eh bien, utiliser un système de ce style-là, alors peut-être pas des systèmes poids-ressorts, où on va pouvoir tuner les valeurs des poids, les valeurs des raideurs des ressorts, pour faire en sorte que dans sa relaxation, sur la base d'un état initial qu'on donne, il aille se relaxer vers un état, et cet état sera considéré comme étant le résultat de l'inférence. Là, vous voyez exactement le même système, sauf que j'ai initialisé chacun des poids, les valeurs des masses et des raideurs des ressorts, dans des états qui sont tous différents, et c'est 2 fois le même système, initialisé dans un état symétrique et initialisé dans un état un peu dissymétrique. Et si on lance l'inférence, vous voyez qu'il vient se stabiliser dans un état qui correspond à un minimum d'énergie. Et là, je suis parti d'un état de base différent, il vient se stabiliser dans un second état. Voilà l'intuition derrière l'exploitation des EBM pour faire du machine learning. Et là, évidemment, dans le cas du projet, on ne va pas faire des réseaux masse-ressort, on va regarder la version plus électrique. Yann, il me reste combien de temps pour que je sache un peu? J'ai commencé il y a 15 minutes à peu près? Ou 10 minutes? Ou tu as un gros... À 13 minutes, ok, donc j'ai encore 10 minutes. Merci. Donc voilà, on va regarder le sujet, comment on décline ce sujet, pas sur des systèmes masse-ressort, mais sur des circuits électriques. Alors là, donc soit vous êtes familier de l'électronique de base et puis ça ira. Si ce n'est pas le cas, il faudra accepter certaines des choses que je vous raconte. Mais dans le cadre de l'électronique, des systèmes tels que ceux qui sont représentés ici. Donc ça, c'est un réseau résistif. Donc vous voyez ici les voltages d'entrée, les voltages de sortie, et puis on voit des liens ici. Donc ça, ce sont des petites résistances. Chaque résistance ou conductance G a une valeur donnée. Et l'énergie dissipée par ce machin-là, en fait, la puissance dissipée par ce machin-là, c'est la somme des énergies dissipées par chacune des résistances, chacune des conductances. Et donc, vous vous rappelez du RI carré. RI carré, c'est aussi V carré sur R ou GV carré. Donc voilà, on a une formulation de l'énergie qui correspond à ça, dans une incarnation électrique d'un système EBM. Et puis finalement, la solution, l'équilibre de ce système est donné par les lois de Kirchhoff, les lois des nœuds et les lois des mailles. Donc pourquoi on pense que ça peut être mieux? Tout simplement parce que si on va vers une incarnation de ce style-là, si on a un système dont la dynamique propre fait nativement du machine learning, on peut espérer qu'on va être un peu plus efficace. Déjà, on a une approche complètement in-memory, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des allers-retours incessants entre la mémoire centrale et le calcul, parce que le calcul se fait nativement au sein du système physique dans sa dynamique d'évolution. On a une approche complètement analogique, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à construire des opérateurs digitaux pour faire des multiplications, etc., etc. Donc on peut imaginer que ça va consommer un peu moins d'énergie. Et puis, enfin, on va utiliser ici, pas des résistances de base, mais des composants même résistifs qu'on ne va pas essayer de chercher à exploiter dans une version numérique. On ne va pas chercher à stocker des bits, mais on va les laisser stocker des valeurs quasi continues des conductances. Voilà. Donc, ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est la façon dont on réalise l'inférence dans des EBM. L'inférence, c'est bien, mais on a quand même besoin de réaliser un entraînement. Et puis, il y a un papier fondateur qui date de 2017, qui a été publié par Cellier et Bengio, qui parle d'une technique qui s'appelle la propagation d'équilibre. Donc, je vais aller assez rapidement dans l'explication de ça, mais on pourra y revenir dans la phase de questions. Grosso modo, la propagation d'équilibre, c'est quoi? C'est une alternative à la backprop, parce qu'on n'a pas envie d'entraîner ce genre de réseau en faisant des backprops, qui se base sur 2 phases. On a une première phase qui est la phase d'inférence telle que celle que je vous ai racontée à l'instant, où grosso modo ici vous voyez que j'ai une organisation en couche, mais peu importe, ça pourrait être une organisation complètement connectée. Remarquez bien ici que ces flèches, on pourrait se laisser tromper par le tropisme qu'on a de machine learning. Ici, ces flèches sont réellement bidirectionnelles, il n'y a pas une sortie et une entrée. Par contre, arbitrairement, on décide d'entrer, ce seront 2 neurones ici, ou 2 unités, et de sortie ici. Donc, dans la phase
d'inférence, la première phase de l'apprentissage, c'est la bête phase d'inférence, où on va laisser le système se relaxer vers un état de minimisation de l'énergie. Donc là, je ne vais pas dans les détails, vous voyez qu'on a une minimisation de l'énergie, que cette unité opère, et puis toutes les autres unités font la même chose. À la fin de la phase d'inférence, on fait quelque chose d'un peu magique. Donc, on lit la sortie, et surtout, imaginons que je ne suis pas sur un problème de classification, je suis sur un problème de régression, et que je veux que la sortie soit 3, et que le système m'ait dit 2. Et bien, qu'est-ce que je vais venir faire? Donc, dans la seconde phase qu'on appelle la phase de nudging, je ne sais pas la traduction de nudging en français, mais de délicate modification, on va venir finalement écrire dans les sorties, c'est-à-dire essayer de forcer un peu les sorties, mais pas violemment. Je voulais un 2, elle m'a dit un 3, ben je vais leur dire 2,5. Je vais tirer un peu, si vous reprenez l'analogie du système poids-ressort, je vais venir modifier un peu les sorties. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer un décalage de l'équilibre qui sera installé à chacun des ressorts. Donc il faut que ce petit décalage que j'opère depuis les sorties va venir se propager, d'où le nom de propagation d'équilibre. Et finalement, en observant quel est le décalage qui sera opéré au sein de chacune des unités, ben je peux faire une approximation du gradient qu'il faut que j'applique sur les poids. Donc là, le papier démontre ça de manière assez efficace. Grosso modo, je résume, j'ai deux phases. J'ai une phase libre où je fais l'inférence, j'ai une phase de nudging où j'ai forcé un peu les sorties et j'ai provoquer un décalage de l'équilibre de chacune des unités dans le réseau. Et finalement, c'est démontré dans le papier, la mise à jour des poids ne se fait simplement qu'en opérant cette fonction suivante. On fait une approximation du gradient. Et ça marche plutôt pas mal, cette histoire-là. Voilà. Et donc quand on fait ça, voilà une fonction d'énergie. Ça, c'est ce que devient la fonction d'énergie au fur et à mesure de l'apprentissage. Bon, ça c'est une représentation un peu pédagogique. Vous voyez qu'il y a deux minimums qui sont cherchés. Ce sont les configurations désirées. Et on a opéré la chose de cette manière-là. Alors, comment on fait ça en matériel? En matériel, je peux aller un peu plus vite, il me reste 8 minutes, c'est bon. En matériel, on fait ça en utilisant ces réseaux résistifs. Bon, je ne vais pas aller dans les détails de l'implémentation matérielle. Si vous avez des questions, on pourra éventuellement revenir dessus. Mais on a toujours ces deux phases. On a les entrées ici qui sont positionnées par le biais des voltages. On a ces réseaux résistifs. On a des non-linéarités qu'on bloque par rapport à des diodes. On a des amplificateurs pour reproduire les niveaux logiques, enfin pas logiques, rafraîchir les niveaux analogiques de couche en couche. Et puis voilà, on laisse le système atteindre un état d'équilibre. C'est ce qu'on voit là. Il y a une différence de voltage qui vient s'installer. Et ensuite, en sortie, on va venir mettre un générateur de courant qui va tirer un tout petit peu de courant pour justement provoquer ce décalage. Et on va avoir un changement des valeurs des tensions au niveau de chacun des éléments membrestifs, des matrices membrestives. Et donc voilà, c'est dans la phase de nudging. Et finalement, vous voyez qu'on fait un stockage de la valeur du delta V, la différence de tension, au sein de chacun des éléments membrestifs dans la phase libre. La même chose dans la phase de nudging. Et en prenant ça, on applique un facteur 1 sur bêta et on sait qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la mise à jour des poids qu'il faut opérer. Voilà, donc faire ça, bon, ça c'est le principe. Il y a un certain nombre de challenges pour faire ce genre de choses-là, parce qu'en analogue, s'il faut, déjà on a deux phases, vous le voyez, hein, phase 1, phase 2, le stockage, et puis on est obligé de stocker une première valeur du voltage, ensuite faire la deuxième phase, et puis opérer, faire une opération. C'est pas évident. De faire un stockage de manière analogique. Après, on est obligé de faire des carrés, de faire des soustractions, des multiplications, et tout ça en analogue, c'est compliqué à faire. Il y a du bruit, on a des biais, etc. etc. Donc c'est pas évident à faire ce genre de choses. Et surtout, à la fin, il vaut mieux qu'on croise les doigts parce que la mise à jour se fait au sein de composants membrestifs qui sont tous sauf linéaires dans le comportement. On écrit et puis après on croise les doigts, on regarde un peu la valeur qui a été écrite. Bon, j'accélère un peu. Ça, c'est une représentation très conceptuelle de l'architecture. C'est conçu au niveau SPICE, tout ça. Hein. Donc, c'est une implémentation électrique complète. Donc, vous verrez des résultats qui ne sont pas sur du CIFAR, quoique c'est en train de tourner, mais plutôt sur du MNIST, etc. Parce que quand on fait des simulations SPICE sur des systèmes de ce niveau de complexité-là, ça peut prendre des semaines de simulation. Voilà, donc ça c'est le chemin d'inférence, le chemin d'entraînement. On a des unités de programmation qui justement viennent mémoriser les différences de voltage au début, dans la phase libre, ensuite dans la phase de nudging, et faire les opérations qui conviennent, etc., etc. Voilà. Après, je pourrais passer encore 3 heures, ce que je ne vais pas faire parce qu'il me reste 2 minutes, je crois. Ouais.
alors 5 minutes 22, 5 minutes 21, donc 20 secondes si je veux laisser 5 minutes pour les questions. Mais il y a beaucoup de sujets qu'on aborde dans le cadre de ces travaux. Je vais aller directement à l'essentiel parce que je vais parler d'un seul, ce qu'on trouve systématiquement dans le champ du neuromorphique, de l'in-memory analogue. Pour autant, c'est souvent des implémentations ou des évaluations qui utilisent une batch size de 1. Batch size de 1, ça veut dire qu'on ne fait pas de batching, et c'est un peu compliqué pour faire du moyen-âge de gradient, surtout quand, à la fin, on écrit ça dans des composants membrestifs, on ne sait jamais la valeur. Donc, un des trucs qu'on a fait, ça correspond à implémenter complètement en analogue du batching, c'est-à-dire la capacité de faire passer tous les samples d'un batch et de faire une accumulation des gradients partiels dans des capacités, comme ça on garde une belle précision. Et puis ce n'est qu'à la fin d'un batch qu'on vient faire un commit et une écriture dans les composants membrestifs. Voilà. Et après, bon, voilà, on a un certain nombre de résultats. Et par exemple, pour le batching, ben, évidemment, on a un comportement. Là, c'est no batching. Là, en bleu, vous avez l'accuracy. Ça, c'est le nombre d'époques pour atteindre l'accuracy maximum. Et ça, c'est le nombre d'updates. Quand on utilise du batching, ben, forcément, on a un meilleur comportement. On atteint des meilleures efficacités, puis une meilleure capacité de convergence, quel que soit le dataset. Voilà, on a fait des travaux sur les lois d'update pour simplifier le truc matériel. Je vais passer ça. On a montré qu'on n'est pas obligé d'utiliser des lois d'update hyper précises et qu'on peut aller vers des versions simplifiées. Et ça marche toujours très bien à partir du moment où on a du batching. Et on a même fait de la quantification de gradients. Comme ça, on se dispense de réaliser des opérations compliquées, de carrés, etc., etc. Ça, c'est l'architecture résultante. Ce qu'on espère, c'est pouvoir envoyer ça sur le silicium à l'horizon de la fin d'année 2025. On croise les doigts, c'est en cours pour essayer de voir comment ça se comporte, cette histoire-là. Et puis, voilà, en conclusion, on attend de voir le silicium, son comportement. Il y a beaucoup de challenges, c'est compliqué de faire ce genre de choses. Par exemple, il y a un problème alors c'est pas vanishing gradient, mais c'est plutôt les variations des voltages quand on fait du nudging. Il faut être capable de détecter des modifications, des décalages qui peuvent tomber en dessous du millivolt. Et là, en analogue, ça commence à être un peu compliqué de faire ce genre de choses. Donc on a des approches, par exemple un training layer by layer, etc., etc. Voilà, je ne vais pas plus loin. Il y a deux gros sujets qui sont, au-delà de la scalabilité de ces modèles, la question de la virtualisation. Avoir des modèles virtualisés en in-memory, c'est compliqué. Voilà, on a un autre sujet. Donc il y a un autre doctorant qui vient de commencer, qui doit être dans la salle, qui travaille sur l'apprentissage incrémental. Et je finis juste par, voilà, il y a un code barre, vous pouvez scanner. Tout ça, c'est rendu possible par un framework qui s'appelle Ebana, qui est en open source, que vous pouvez télécharger, qui est du Keras pour l'analogue. Voilà, pas forcément que de l'EBM, Keras pour l'analogue. Donc vous scriptez tout ça comme vous le faites sous Keras ou même TensorFlow. Vous appuyez sur un bouton, ça crée des netlists, ça lance les simulations SPICE et ça récupère les résultats. C'est beaucoup mieux que faire des transistors à la main. Voilà, j'ai un peu tardé. Je vous remercie pour votre attention. Parfait, merci. Merci Gilles. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, Alberto. Merci Gilles pour la présentation. Moi j'ai une question. Alors tu l'as dit, il y a des biais, du bruit, etc. dans l'analog computing que tu fais. Mais la question que je voulais poser, c'est sur l'endurance en fait. Parce que avec ton truc d'entraînement in the field, on the chip, tu fais beaucoup d'updates. Et donc... Alors, effectivement, ça c'est un problème. Et c'est aussi une des motivations pour lesquelles on a fait du batching, c'est ce que je présentais là. Où, hop, là, grosso modo, au lieu de faire des écritures systématiques dans les composants membrestifs, ben, on va travailler sur des batchs et on a beaucoup moins de mises à jour d'écriture. Donc c'est ce que tu vois là. Tu vois, ça c'est le nombre d'écritures, les updates là. Quand tu ne fais pas de batching et quand tu fais des tailles de batching raisonnables, ben, tu vois que tu as largement baissé le nombre d'updates. Bon, de toute façon, on s'en fout là, on fait de l'apprentissage on chip. Donc, on s'en fout, j'exagère un peu, c'est caricatural, mais la variabilité, on la supporte nativement parce que s'il y a un memory store qui est un peu plus grincheux, où il faut venir faire une mise à jour 10 fois au lieu de 4 fois, eh ben, naturellement, époque après époque, il y aura une emphase, une accumulation de gradients qui fera qu'on reviendra taper plus fort. Puis même s'il y en a un qui est mort, on sait bien que les algos de machine learning sont bien tolérants à ces choses-là. Et juste pour poursuivre avec ça, pour... changer la taille de batch, c'est quelque chose qui est parfaitement configurable ou Oui, là, à partir du moment où tu as le matériel, alors je ne l'ai pas bien détaillé là pour des raisons de temps, mais tu vois, ça c'est tout le batch.
Là, c'est les échantillons. Tu fais rentrer le premier échantillon, phase free, phase nudge, tu calcules la mise à jour du poids, tu le stockes dans une capa. Donc ça, grosso modo, il y a un séquenceur, il y a une horloge, même si ce n'est pas du numérique, on a quand même une horloge. Donc tu peux décider arbitrairement la taille du batch. Ce n'est pas un paramètre hardware, c'est un paramètre software. Okay. Mais du coup, la valeur stockée analogiquement sur la capa va fuir un petit peu, donc du coup il faut très bien. Un c'est ça, ça. En fait, on quantifie le gradient pour pas être trop emmerdé, et puis on a des contraintes, il faut qu'on soit suffisamment rapide entre 2 updates de la capacité pour qu'elle ne fuit pas trop. Donc on fait une espèce de refresh, donc on est obligé de faire l'apprentissage à... c'est un compromis, soit tu mets des capas qui font 4 mètres carrés, mais ça commence à être un peu gros pour du silicium, ou on a des capas dans le femtofarad, et il faut venir faire des updates toutes les microsecondes pour ne pas perdre les valeurs. Mais il faut être vigilant là-dessus. Ouais. Alors, c'est une question de quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'électronique, mais du coup, ça va bien scaler si on intègre ça, est-ce qu'on arrive à avoir des features aussi petits que quand on fait du CMOS? Alors non, ça il faut répondre franchement. À l'instant, ça scale pas bien, tout simplement parce que quand on a une architecture en couche, ce qu'on a fait là et ce qui est à peu près systématique, grosso modo, quand on fait du nudging, on vient faire un petit décalage, pousser légèrement les sorties. Et puis, quand on remonte d'un cran, quand on remonte d'une couche après couche, il y a un facteur qui peut être presque un ordre de grandeur qui va venir s'installer dans le décalage qui va être observé. Et au bout de 4 couches, on peut se retrouver, ce que je disais tout à l'heure, dans l'échelle du millivolt. Et là, ça marche plus trop bien. Alors, on peut penser à des architectures résiduelles pour faire ça. On peut penser, ce qu'on fait, nous, c'est un training layer by layer. Donc, on entraîne la dernière couche, et ensuite l'avant-dernière, etc., etc. Mais il y a beaucoup de challenges au-delà de ça. Et puis, il y a le gros questionnement quant à la scalability de EP qui reste quand même à démontrer. C'est des choses qu'il faut regarder le problème droit dans les yeux. Là, ça a l'air de marcher pour du CIFAR 100. Il y a des premières simulations. Est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin sur ce truc-là? Je ne sais pas. Ça va bien pour des petites tâches de classification dans le cadre de ce qu'on fait dans le projet, où on est vraiment sur des approches, des applicatifs orientés observation de l'environnement, etc. On n'est pas sur des problèmes de machine learning monstrueux. Ça va. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je ne sais pas. C'est des choses qu'on est en train de regarder. Okay. D'autres questions? Encore pour une. Alors, je vais te poser la dernière question, okay. Qui est qu'est-ce que tu vises finalement comme avantage principal de cette démarche? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'inférence? Ou est-ce que c'est l'apprentissage? Où est-ce que tu vois l'avantage principal? Alors, le truc que vous auriez... je suis presque étonné de ne pas avoir eu la question, mais quid de l'énergie? Je ne sais pas vous dire aujourd'hui combien on va consommer. On est sûr qu'on va consommer moins. Par contre, il faut qu'on ait un chip pour mesurer ça de manière fiable. On a des premiers résultats en simulation SPICE, mais c'est pas suffisamment abouti pour que je puisse mesurer ça. Donc, on attend évidemment des gains significatifs en énergie par rapport à de l'apprentissage, et puis aussi en robustesse, parce que finalement, comme on fait l'apprentissage on chip, on peut faire fi, dans une certaine mesure, de la variabilité des devices même restifs. Voilà. Super. Merci beaucoup encore une fois, Gilles. Merci. Merci. Et la troisième présentation de cette session sera donnée par Olivier Saint-Thiès. Bienvenue, Olivier. Qui est de INRIA et du laboratoire IRISA à Rennes. Et qui va nous présenter des approches à faible précision, faible quantification. Merci. C'est le Mac de Gilles qui a tout cassé. Il faut peut-être la ligne, non?
Ouais, c'est bon. Ok, merci. Ouais, je suis désolé, vous avez rêvé de Spike, d'Energy-Based Model de Memory Store. Moi, je vais revenir à la dure réalité que pour l'instant, tant que les Spikes n'ont pas vraiment montré que sur ImageNet, ils pouvaient faire des trucs, tant que les circuits de Gilles ne seront pas sortis, il faut bien faire des additions et des multiplications. Et donc, moi, je vais vous parler d'essayer. Alors, donc, je vais plutôt être dans le monde des grosses machines, disons, pour faire de l'entraînement, plutôt dans le cloud, etc., où on fait des additions et des multiplications. Et donc, ce que je vais montrer là, c'est est-ce qu'on peut quand même essayer de réduire un peu l'empreinte énergétique, notamment de l'entraînement, en utilisant des trucs basés sur l'arithmétique. C'est de l'autre côté. Donc quelques mots, moi je suis du projet Holy Grail. Et dans le projet Holy Grail, on s'intéresse à la compression de modèles au sens large. Compression qu'on veut efficace sur du matériel. Donc ça, c'est simplement un slide qui montre que les modèles les plus gros récents ne tiennent pas sur des mémoires on chip. C'est pour ça que de temps en temps, on est obligé de faire des allers-retours. Si ça tenait, ça serait super. Si ça tenait, il n'y aurait pas de problème. Et donc, il faut essayer de compresser. Donc dans le projet, il y a aussi des aspects, donc je disais arithmétiques, et donc on essaye d'optimiser à la fois les opérateurs et puis de calculer ou minimiser l'erreur des calculs. Et puis enfin, on s'intéresse à la partie back-end, qui est des optimisations du compilateur finalement, pour une fois qu'on a compressé, tout va bien, générer du code efficace, notamment pour tout ce qui est sparsité, donc dès lors qu'on a des modèles un peu élagués. En général, le matériel a du mal à s'en sortir, donc on essaye de faire des choses pour améliorer ça. Donc ça, c'est pas ce dont je vais parler, mais je voulais faire deux transparences sur Holy Grail quand même. Donc les challenges qu'on a, ils sont là. Donc c'est la quantification, donc c'est réduire le nombre de bits, la quantification extrême, donc c'est d'aller plutôt en dessous de 8 bits, de faire de la sparsité structurée qui va bien sur le hardware, des méthodes tensorielles pour la compression. Donc l'entraînement à faible précision, c'est ce que je vous montrerai. Et puis tout ce qui est compilateur et support hardware. Vous avez les partenaires. Donc dans le premier challenge, c'est la quantification. J'ai laissé ce challenge-là parce que ça me permet d'introduire un peu les problèmes de quantification. Donc quantifier, c'est juste réduire le nombre de bits sur lequel on représente des données. Donc vous avez l'exemple ici sur le nombre pi, là où effectivement on peut utiliser plein de chiffres après la virgule. Puis je sais pas, nous on a tous dit c'est 3, 14, 116. Donc finalement on fait intrinsèquement, l'humain fait de la quantification parce que c'est pénible de retenir tous ces chiffres. Mais effectivement si on le représente sur 8 bits, on a moins de précision. Bon, est-ce qu'on a besoin de cette précision-là? Et c'est un autre problème. Donc le mauvais effet, disons, de bad effect, c'est cet aspect-là, on réduit l'accuracy en anglais, la précision en français, c'est pour les deux. Le bon effet, c'est qu'effectivement, on représente les données sur moins de bits, donc on va pouvoir compresser à la fois en mémoire, et aussi les opérateurs arithmétiques qui vont faire des calculs vont consommer moins d'énergie. Je reviendrai là-dessus, donc ne regardez pas trop les chiffres. Donc dans ce challenge-là, on fait ce qu'on appelle plutôt du quantization aware training ou du post-training quantization ou alors du few-shot learning, etc. pour essayer de quantifier les modèles avant ou pendant l'entraînement. Enfin, après ou avant ou pendant l'entraînement. Et on essaie de faire ça sur La tendance dans ce domaine-là, c'est plutôt d'aller vers quand même des modèles à l'état de l'art. Donc on fait plutôt ça sur des transformers ou ce genre de choses. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent, mais pour l'instant on fait ça là-dessus. Donc moi ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire du fully quantized training, donc c'est-à-dire qu'on fait tout le processus d'entraînement en utilisant des précisions les plus faibles possibles et des représentations des nombres peut-être différentes de ce qui se fait au niveau de l'inférence. Donc j'ai pas besoin de convaincre, je pense, sur le fait que entraîner un gros modèle, c'est quelque chose qui à la fois peut avoir une empreinte carbone, mais une empreinte énergétique simplement, ou rien qu'un coût en dollars ou en euros absolument énorme. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Une des façons,
dis pas que c'est la seule, évidemment, il y a plein de jolies choses au niveau algorithmique, etc. Mais moi, ce que je fais avec mes collègues, c'est de regarder si on peut pas faire ces calculs-là avec une précision plus faible. Donc, quand on veut améliorer la qualité ou l'efficacité énergétique d'un accélérateur numérique, un des moyens, il n'y en a pas 36, c'est de réduire la précision. Ou de faire des calculs avec des approximate opérateurs, enfin, il y a plein de choses. Mais c'est de travailler sur cet aspect compromis qu'on a entre la qualité du calcul que l'on fait et l'énergie qu'elle consomme. Donc, deux slides juste pour parler arithmétique. Donc, l'énergie, le délai pour calculer, la surface, l'empreinte silicium varient beaucoup entre les formats numériques et ce qu'on appelle donc la taille en nombre de bits, la bit width. Donc ici, vous avez des petits exemples entre du 8 bits, j'ai pris deux extrêmes, 8 bits integer et 32 bits flottants, par exemple. Vous avez des valeurs à la fois de surface et ici d'énergie. Donc c'est quand même plusieurs ordres de grandeur de différence potentiellement. Et quand ils sont tout petits, on en met plein. C'est ça qui est super chouette aussi. Parce que si on a du 8 bits entier, vous voyez on peut en mettre beaucoup et finalement gagner donc en performance également. Si on gagne en perf, on gagne en énergie au final. Donc les entiers, j'en parlerai pas en fait pour l'entraînement, mais les entiers, on représente, c'est ce qui se fait classiquement pour l'inférence quantifiée. Donc on va représenter un nombre réel avec un facteur d'échelle. La quantification est uniforme. Et moi je vais plutôt vous parler, c'est peut-être un petit peu moins connu, je pense, c'est des petits flottants. Enfin en tout cas la virgule flottante, elle a un exposant et une mantis. L'effet sur la façon dont ça quantifie, c'est que c'est une quantification non uniforme. Vous avez un petit schéma là pour montrer comment ça quantifie de plus en plus fortement autour de 0. Et il se trouve que si on fait du très petit flottant, on commence à avoir des efficacités énergétiques vraiment intéressantes. Les flottants assez larges, ça consomme beaucoup d'énergie. Les petits flottants, c'est pas trop mal. Et c'est ce que j'ai sur... Donc ça, c'est des résultats de synthèse de circuits en explorant différentes tailles de... Donc ça part de 32 bits jusqu'à 8 bits, avec plein de configurations différentes, de multiplieurs flottants. Donc là, ils font que du floating point. Et des additionneurs flottants. Donc on voit que quand même de 32 bits à 8 bits, on a des facteurs intéressants à la fois sur la multiplication, qui est moins problématique en fait en flottant à la base, et pour l'addition. Donc voilà ce qu'on peut gagner. Et si j'ai juste un tout petit exemple pour vous montrer que si on va sur des tout petits flottants, pourquoi ça consomme, pourquoi c'est vraiment très efficace. Donc là c'est un exemple, juste pour qu'on comprenne bien, sur 7 bits. Donc j'ai 5 bits d'exposant et un seul bit de mantis. Donc en gros je peux coder 1,5 fois 2 exposant quelque chose, ou 1.0 fois 2 exposant quelque chose. Et si je veux les multiplier, ces deux machins-là, eh ben, ça me coûte absolument rien. Ça va me coûter 2 pauvres portes logiques, et, 2-3 portes logiques et une addition. Et avec ça, je fais les arrondis que je veux, etc. Donc en fait, finalement, cette multiplication flottante, quand elle devient très petite, elle est super efficace. Et d'ailleurs, ça tourne assez bien sur FPGA, notamment, parce que c'est un de nos jouets préférés. Alors, donc ça, c'était le tout début sur la partie comment est-ce que tout ça peut s'appliquer au réseau de neurones. Donc j'ai piqué ce slide à Olivier Themam qui montre simplement que les réseaux de neurones, bon là c'est vos neurones, peuvent calculer même avec des erreurs. Enfin, je veux dire, même si là c'est le signal d'entrée qui a des erreurs, je pense que vous êtes tous capables de lire. Enfin, en tout cas, moi j'y arrive, même si c'est écrit en plus petit. Et donc ça veut dire que nos neurones sont tolérants aux erreurs de calcul ou aux entrées bruitées. Et donc, comme quand on fait de la quantification de paramètres et des calculs, on fait finalement des erreurs. Rappelez-vous le nombre pi avec moins de chiffres après la virgule. Donc, on peut penser qu'effectivement, on va pouvoir continuer
grâce à cette résilience des réseaux de neurones, et en particulier des réseaux de neurones profonds, à pouvoir calculer en continuant à faire le job, quoi, disons. Et je l'ai déjà dit, la quantification va apporter tout un tas de bénéfices. Donc ce qui est assez connu, c'est l'inférence à faible précision, donc avec les méthodes de quantization aware training, post-training quantization. Donc on quantifie les poids, les activations, on entraîne le modèle pour qu'il arrive à continuer à fonctionner en dessous de 8 bits ou à 8 bits, etc. Bon, voilà. Ça, c'est l'état de l'art, on sait le faire, on sait qu'à partir d'un moment, les performances chutent. Je ne prends pas trop le temps de détailler cette figure-là. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est des résultats sur faire tout le processus d'entraînement à faible précision, donc avec des formats qui peuvent être de différentes tailles. Donc vous avez le float tout en haut, et tout en bas, on a des formats qui sont en train d'être normalisés. Donc il y a une activité de standardisation dans le I3E P3109 Working Group, dans lequel je participe avec d'autres collègues, avec Sylviou, j'ai oublié de dire au début, j'ai oublié de parler mes co-auteurs, mais j'en parlerai juste à la fin. Donc le floating point 8 bits, où on peut avoir plusieurs saveurs, on peut avoir 6 bits, 5 bits d'exposant et 2 bits de mantis, ou 4 bits d'exposant et 3 bits de mantis. On peut avoir d'autres configurations. Et donc ça, ce que ça nous permet de gagner, si on arrive à continuer à être capable d'entraîner des modèles avec ces FP8, c'est qu'on va gagner, par exemple, si on fait tourner ça sur un GPU, on va gagner beaucoup en termes de performance, pour les raisons que j'ai déjà indiquées. Donc par exemple, ici, vous avez, dans la dernière ligne, sur le H100, c'est pas le tout dernier GPU, sur les tout derniers, il y a même du FP4. Voilà, je sais pas trop, il ne reste plus grand-chose pour faire des calculs. Mais quand même, donc vous avez toutes les saveurs de floating point de floating point, donc qui sont représentées juste à côté. Et puis entre du FP32, donc du float, et du FP8, on a quand même dans les cœurs tensoriels des GPU des gains en performance qui sont, vous voyez, au-delà c'est plus qu'un rapport 4, hein, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état de l'art pour finalement faire cette accélération du training en utilisant de la précision mixte? Donc typiquement ici vous avez la boucle d'entraînement avec les phases les forward et les phases de backward et puis la mise à jour des poids typiquement. Donc dans l'état de l'art, et nous on a fait pareil, la plupart du temps on va garder la partie mise à jour des poids en précision haute, donc 32 bits en flottant. Mais par contre, on va s'autoriser de faire les parties, donc les forward et backward, dans des précisions plus faibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 99,999% de la puissance de calcul nécessaire pour l'entraînement, elle est dans les machins bleus, mais elle n'est pas dans le truc rouge. En tout cas pour de la descente de gradient classique. On peut utiliser plusieurs types d'optimiseurs, mais globalement, dès que c'est de la descente de gradient, ça ressemble à ce genre de choses. Et comme de toute façon, il faut faire des allers-retours entre le GPU ou le FPGA et le CPU, au final, faire le white update en 32 bits, c'est pas très gênant. Enfin, c'est pas ça qui va changer les performances. Donc voilà pour un premier truc. Donc après, dans les résultats récents autour de ça, du Mixed Precision Training, donc typiquement, ce qui est fait, ça va être d'utiliser un exposant partagé donc c'est pour ça que des fois on a des choses qu'on appelle le block floating point, ou des choses comme ça. Enfin, on va partager un exposant au maximum quand on a des tenseurs qui ont des statistiques un peu similaires. Hein, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la dynamique, de la façon dont sont distribuer les valeurs, on va essayer, à partir du moment où ils sont assez similaires, on va essayer de partager des exposants.
Et puis le deuxième point clé, et c'est là-dessus qu'on a travaillé surtout nous, c'est sur l'arrondi, et notamment l'arrondi stochastique qui est utilisé et qui devient, donc est déjà important si on fait du floating point, mais cet arrondi stochastique, nous ce qu'on a pu voir, c'est que, et un peu montré, c'est que il devient vraiment indispensable dès lors qu'on va faire de la très faible précision. Donc quand on fait de la faible précision, donc typiquement, attends, je crois que j'en parle juste après, mais typiquement on va avoir les données en FP8 par exemple, on va faire la multiplication de ces deux FP8, et après le bouton qu'on peut tourner pour essayer de gagner un peu, c'est l'accumulateur. C'est la taille de l'accumulateur, et c'est là que l'arrondi stochastique peut aussi avoir un impact. Donc ça, c'est ce qu'a fait, je ne sais pas où il est, s'il est dans la salle, mais donc c'est Samy là, qui soutient sa thèse très bientôt. En fait, ce que je montre, enfin pas ce slide-là, mais les résultats, c'est lui qui les a fait, évidemment. Donc, dans la précision, l'entraînement à précision mixte, on fait tous les calculs de GEM et éventuellement de white update, mais nous, on a choisi de pas les faire en faible précision. Et en termes d'accélération, on déporte uniquement tout ce qui est multiplication de matrices, enfin les kernels de multiplication de matrices, sur soit le GPU, soit le FPGA. Le reste est fait sur le CPU. Donc ce qu'on a, c'est qu'on peut, on montre assez facilement qu'on peut arriver, donc là vous avez des courbes qui donnent l'accuracy du training, donc à la fin de l'entraînement, en fonction du nombre de bits de la mantis. La référence, elle est là-haut, c'est le floating point, et pour différentes valeurs d'exposants. Donc, un petit peu comme on avait dans le contexte de l'inférence, on a des valeurs à partir desquelles les performances se dégradent très fortement. Et donc, c'est ces points qu'on cherche à trouver. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir émuler ou simuler ce qui se passe avant de déployer sur un vrai système. Et donc, il faut qu'on cherche cet équilibre-là. Donc, je donnerai juste un exemple. Donc, là, je ne sais pas si c'est magique, mais en tout cas, le côté un peu rigolo derrière au niveau arithmétique, c'est essayer d'optimiser l'unité de Mach, donc de multiplication-accumulation, et notamment d'optimiser un petit peu l'addition dans le contexte du stochastic rounding. Donc au stochastic rounding, en gros, pour faire simple, pour arrondir, on va tirer au hasard si on arrondit vers le bas ou vers le haut, en fonction de la valeur que l'on a. Et donc en gros, ça revient à faire une addition de plus avec un nombre aléatoire. Donc c'est comme si on additionnait avec un nombre de plus, donc ça coûte un peu plus, mais si on arrive à avoir des nombres aléatoires qu'on représente sur le moins de bits possible, et si on arrive à réduire la taille de l'accumulateur, au final, on a gagné pas mal. Donc là, ce que Samy a proposé, c'est une unité qui permet d'optimiser la façon dont on peut faire de l'arrondi stochastique, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Comme il est très très fort, il a aussi fait un accélérateur FPGA. Donc il a fait tourner ça, moi je suis admiratif de ça, il a fait tourner ça sur un gros FPGA dans le cloud en utilisant les mémoires HBM, etc. Ne cherchez pas à l'embaucher, il reste chez nous. Donc on a essayé de trouver finalement quelle est la bonne façon d'avoir un systolique array qui arrive à maximiser un petit peu les performances. Donc pour un modèle donné et pour aussi donc pour le modèle et pour une précision donnée, la configuration qu'on a de ce multicœur de systolique array va être adaptée à tout ça. Donc ça, c'est de l'architecture. Donc je vous donne juste, je suis pas trop mal au niveau du temps, je vous donne juste, je savais bien que tu t'inquiètes, c'est normal, tu as raison, si tu me connais, mais donc je vous donne juste quelques résultats sur ce qu'on peut faire. Alors ça peut paraître, on gagne pas des dizaines de bits, on est déjà très très bas, mais en faisant donc du FP8, donc c'est-à-dire qu'on a
l'entrée du multiplier du Mac qui est sur 8 bits flottants. Donc il y a 3 bits de mantis peut-être, vous voyez, c'est quand même des tout petits nombres. Et en ayant un accumulateur sur 12 bits, donc on a l'additionneur qui est sur 12 bits avec de l'arrondi stochastique, qui se trouve être meilleur que le round to nearest, largement. On arrive à être assez proche de la baseline 32 bits. On pourrait toujours imaginer de toute façon de finir, on n'a pas fait ce genre d'expérience, mais on pourrait toujours finir, faire quelques époques en full precision si on voulait gagner peut-être les pourcents qui restent, quoi. Bon, voilà le type de résultat qu'on peut avoir. Et puis avec le framework que j'ai présenté ce matin, c'est pour ceux qui étaient là, MP-Torch, là on arrive du coup à automatiquement déporter sur le GPU ou sur le FPGA, et puis explorer du coup, tiens, quand je balade à partir de combien de bits d'accumulateur ça marche bien, etc. Donc voilà le genre de choses qu'on peut regarder. Voilà, donc conclusion. Donc bon, je reste persuadé, mais évidemment c'est pas vrai peut-être pour tous les modèles, c'est pas vrai pour tout ce qui existe, mais en tout cas pour beaucoup de modèles, je pense on n'a pas toujours besoin d'un entraînement avec du 32 ou du 64 bits. Il y a des moments où on en a besoin, peut-être. Pour les benchmarks qu'on utilise nous, qui sont en vision ou en langage, en gros, bon, on peut y arriver sans... Quand vous allez d'un point A à un point B, si c'est limité à 110, vous prenez une Ferrari ou ma voiture, bon, globalement, vous mettrez à peu près le même temps. Une Ferrari, non ? Hein ? Ta voiture, c'est une Ferrari ? Non, c'est une Porsche. non, je plaisante. Donc, l'entraînement à précision mixte, ça peut être une des clés pour essayer d'entraîner avec un coût énergétique un peu plus faible, ou d'entraîner simplement plus vite, en fait. Donc pour ça, moi je viens de la virgule fixe à la base, donc on a donc des opérateurs entiers plutôt. Donc on a essayé, mais globalement, ce qu'on a pu montrer, c'est que la quantification non uniforme, enfin en tout cas le fait qu'avec des petits nombres flottants, on a quand même un rang dynamique, enfin des valeurs extrêmes qui sont plus larges, dynamique plus grande, ça se comporte beaucoup mieux pour l'entraînement. Que le stochastic rounding est vraiment important dans l'histoire. Et si on fait tourner sur un GPU, ça coûte, c'est un coût supplémentaire le stochastic rounding. Donc si je devais fabriquer une machine, je mettrais de l'arrondi stochastique dedans. Et donc on va regarder aussi combien de bits, de random bits il faut mettre dans tout ça. Donc j'ai deux collègues qui travaillent aussi sur le PEPR, enfin sur Holy Grail, donc Mehdi et Silvio notamment, qui ont essayé de regarder ça de façon un peu plus analytique et montrer que le nombre de bits, il est à peu près, il doit être en log à base 2 de n sur 2, log 2, oui c'est ça, log à base 2 de n, avec n étant le nombre de fois où on fait des accumulations. Donc en gros, voilà, chaque fois que vous accumulez en log, il faut rajouter un bit au générateur aléatoire. Et puis voilà, on va essayer de regarder d'autres formats. On sert à pas mal de tout ça pour essayer de benchmarker un peu dans le contexte de la standardisation I3E. Et puis si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Merci beaucoup Olivier, merci. Des questions pour Olivier? Merci Olivier. Alors moi je vais une question juste pour être sûr d'avoir compris. Tu fixes ton format de données, je ne sais pas, taux de bits pour l'exposant et pour la mantis, et après tous les réseaux est entraîné avec les mêmes formats. Ou est-ce que tu en fait peux avoir, je ne sais pas, une certaine couche entraînée avec une précision et un autre nom en fonction de la résilience de la couche elle-même? Enfin, je demande si un truc hétérogène comme ça pourrait avoir du sens ou pas du tout en fait. Je pense que ça pourrait avoir du sens, c'est juste qu'on ne l'a pas exploré. On pourrait le modéliser avec MP-Torch, parce qu'on a accès, enfin, on pourrait dire, effectivement, la couche du milieu, elle est codée sur un peu moins.
mais on ne l'a pas fait. Donc je ne sais pas si ça peut être mieux, pas mieux. En plus, là, comme l'accélérateur, il est couche après couche, on pourrait très bien reconfigurer entre les deux, mais en fait, la limitation, c'est souvent ça, c'est que si tu as un hardware qui fait du 12 bits FP8, FP12, bah, tu fais avec, en fait. Une autre question? Merci Olivier pour la présentation. Je me posais la question, si tu n'utilises pas la même machine pour l'entraînement et pour l'inférence, tu pourrais considérer du coup de faire du QAT ou du PTQ pour revenir en virgule fixe pour la phase d'inférence. Est-ce que c'est la conclusion que tu aurais là aujourd'hui, maintenant, avec ce recul sur le flottant, ou est-ce que tu resterais aussi en floating point, en petit flottant? Donc là, en fait, on s'occupe pas on fait pas de QAT. Donc on fait l'entraînement en précision limitée. Donc c'est vrai que vu qu'on fait, donc là, imaginons on fait les forward, backward en FP8. Clairement, l'inférence, tu pourrais la faire comme ça. Mais on n'a pas regardé, je crois qu'Andrea a posé la question ce matin, on n'a pas regardé cet aspect-là. Est-ce que tu peux? Oui, mais les poids, ils sont aussi mémorisés en FP32 sur le CPU. Ouais, c'est le petit truc qui n'est pas vraiment dit, mais c'est... D'autres questions? Le log-n sur 2 là, que tu as à la fin, c'est parce que une marche aléatoire, enfin c'est lié au fait qu'une marche aléatoire t'envoie en racine de n quand tu fais n pas? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Un truc comme ça. Mais moi, j'ai pas regardé. Je suis pas dans le papier, j'ai pas regardé. Donc j'ai pas le détail. Mais ce que je peux dire, c'est qu'avec Samy, on a expérimentalement, on est plutôt d'accord avec leur borne. Dernière question. Alors moi j'ai une toute dernière question, j'espère rapide. Tu avais commencé l'explication en disant bah, si on arrive avec une mantis à 1 bit, on peut réaliser avec des ou exclusifs, etc. Et puis après on a vu un peu plus tard dans la présentation qu'avec 1 bit dans la mantis, on n'arrive pas du tout en fait à mettre ça au niveau de ResNet ou des réseaux. Ouais. Donc, et j'essaie de caler ça par rapport aux approches de type BNN, où effectivement ils ont des ou exclusifs, etc. Où est-ce qu'il y a un mais ils arrivent quand même à entraîner sur ResNet, mais où est-ce qu'il y a le problème en fait? Alors, non, parce que j'ai mal compris. Non, tu n'as pas mal compris, mais les BNN, c'est l'inférence. Donc, tu entraînes en flottant pour une inférence en binary. Mais j'imagine que si tu faisais tout l'entraînement en binary, c'est pas prêt de converger. Okay. C'est ce qu'a expliqué Anka, en tout cas, tout à l'heure. Là c'est différent. C'est l'entraînement qu'on fait avec des petits flottants. Et effectivement, j'ai montré... Donc les petits flottants qu'on utilise, c'est plutôt du E5. Alors il y a 2 bits de mantis, hein, c'est pas non plus énorme. Ouais. Bon voilà. Mais j'ai juste montré ça sur cet exemple-là parce que si je mets 2 bits, bah, le slide il devient illisible. Là au moins il était à peu près lisible. Okay, c'est tout. Ça marche. Mais okay, ça reste quelques portes et un tout petit additionnel. Super. Okay. Merci beaucoup en tout cas Olivier, super. Merci. Avec plaisir, merci. Et on va passer à la dernière présentation de cette session qui sera donnée par Adrien Prosteboucle de Grenoble INP et qui va présenter l'outil Nawak. Donc, bonjour à tous, je suis Adrien Proboucle du laboratoire TIMA à Grenoble. Je suis ingénieur de recherche CNRS et on va parler aujourd'hui du projet Nawak
qui nous sert à construire et à évaluer la pertinence d'accélérateurs matériels d'inférence spécialisés pour des problématiques de quantification, que ce soit sur les poids ou les activations. La quantification, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est important, vous le savez tous maintenant. La quantification, si on arrive à réduire la taille des poids et ou des activations, ça réduit d'autant la surface des circuits, leur coût, leur consommation, ça réduit l'impact de la bande passante limitée avec les chips extérieurs. Donc voilà, la quantification c'est bien. Donc la présentation va se passer dans... Voilà, je vais vous présenter le projet, généralité, travaux fondateurs, ce qu'on fait comme travaux en cours avant de conclure. Donc tout d'abord, Nawak c'est quoi? C'est une combinaison d'un logiciel qui sert à modéliser les réseaux et à effectuer leur génération sous forme VHDL, synthétisable, et à lancer l'opération d'inférence. Et c'est combiné avec un ensemble de composants matériels écrits en VHDL, une implémentation totalement synthétisable avec beaucoup d'optimisation. Toutes les couches courantes sont représentées là-dedans, les sliding windows, les réseaux de couches de neurones, convolutions, max pooling, etc. C'est tout optimisé pour des objectifs de performance à la fois en énergie et en ressources. Voilà. Pour qu'on y voit un petit peu plus clair, je vais faire un exemple. Voilà à peu près... Ça ne rend pas comme sur mon ordinateur, mais vous devriez comprendre. Voilà une illustration de la forme d'un réseau, la séquence de layers qui sont en bas. Ces réseaux, là ce que vous voyez, ce n'est pas la vue logique d'un réseau, c'est vraiment la vue physique. C'est-à-dire que notre logiciel génère un réseau totalement éclaté de type dataflow avec une implémentation physique pour chaque couche. Ici, voilà, ici un bloc de sliding window couplé à un bloc de neurones suivi d'un bloc de normalisation et d'activation, tout ça très classique. Ceci est la décomposition d'une couche de convolution traditionnelle, tout le monde parle de une convolution. Pour nous, c'est plusieurs layers décomposés en matériel prévus pour chacun leur propre implémentation. Donc tout ça, pour conclure, c'est un circuit numérique. Les quantifications sur chaque canal sont toutes configurables à l'envie, signed, unsigned, nombre de bits, tout ça. Et les parallélismes aussi sont spécialisables à chaque canal en jeu. Ici, vous avez un parallélisme de 1 activation par cycle d'horloge. Ici, 3, ici, 2, exemple. Et ici, on passerait à 4, juste pour illustrer. Et donc l'impact de tous ces paramètres-là et ces spécialisations-là apporte c'est un gros avantage pour arriver à des circuits qui sont efficaces, mais c'est aussi un inconvénient, il faut arriver à les générer. Le logiciel Nawak sert justement à faire ça, il se charge de déterminer les bonnes combinaisons de paramètres qui permettent d'arriver à des circuits optimisés et équilibrés. Ce pipeline géant, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, voire même optimal pour des tout petits réseaux, type le net par exemple, pour peu que votre FPGA soit suffisamment gros et que vous ayez des ambitions de calcul en images par seconde qui soient en milliers. Voilà. Mais ça implique aussi ça implique que le logiciel qui génère tout ce réseau doit avoir en charge l'équilibrage du pipeline, c'est-à-dire garantir que la vitesse de traitement de chacun de ces layers physiques est aussi équilibrée que possible sur l'ensemble de la chaîne, puisque toute cette chaîne sera ralentie par la vitesse du layer le plus lent. Voilà pour les petites généralités. Quelques mots sur l'histoire du projet, parce que ça donnera des exemples intéressants. Ça date de 2017. Généralité, il manque un slide? Non. Pardon, j'aurais dû passer là d'abord. Donc, pour les sources de parallélisme à exploiter, les deux types de layers les plus impactants dans la décomposition matérielle de toutes ces opérations d'inférence, c'est le layer de sliding window qui a juste en charge la production des activations dans l'ordre attendu pour effectuer les produits scalaires dans le layer suivant qui est le layer de neurones. Les sources de parallélisme sont de plusieurs natures.
On peut spécialiser le parallélisme en entrée, en sortie, le parallélisme dans le stockage, dans la taille des mots mémoire qui sont utilisés pour le stockage, et dans le parallélisme que vous pouvez envoyer sur la sortie, la lecture de plusieurs lignes ou colonnes en même temps de la fenêtre glissante. De façon similaire de l'autre côté, le layer de neurones est parallélisable sur le côté entrée, en concordance avec la sortie du layer précédent, le côté sortie, mais également sur le nombre d'unités de multiplication-accumulation physique que vous pouvez y mettre dedans. Il n'y a pas besoin d'autant de neurones physiques que de neurones logiques à implémenter. Donc avec des astuces de multiplexage temporel, la taille des arbres de multiplication-accumulation peut également être configurable. Et tous ces paramètres-là, ils sont interdépendants et ils sont également dépendants avec des propriétés d'implémentation de type, il va falloir éventuellement répéter certaines trames, implémenter des mémoires avec un nombre de ports variables, et ça donne des choix technologiques qui peuvent avoir un très gros impact sur la surface et l'énergie des circuits en jeu. D'où l'importance d'avoir un logiciel qui est un petit peu spécialisé à générer tout ça et à choisir les bons paramètres. Et c'est là l'objectif du logiciel Nawak. Il se charge de calculer et de propager les valeurs de tous ces paramètres-là de construction matérielle, de garantir leur cohérence tout au long du pipeline, leur cohérence et leur minimisation à exactement les propriétés de quantification et de parallélisme au strict nécessaire pour les objectifs souhaités. Donc quelques mots sur les travaux fondateurs. On revient en 2017. Donc on avait construit un réseau de neurones ternaires sur activation et poids. L'intérêt, c'était qu'à cette époque-là, c'était des travaux pionniers dans cette quantification. Et les implémentations qui avaient été faites à ce moment-là, c'était à l'état de l'art. Je suis désolé pour l'absence de la citation qui aurait dû être ici. Je pourrais vous envoyer ça par email pour ceux qui voudraient. Mais c'était dans le PDF. Donc, les travaux ternaires, les compromis intéressants, ce qu'on avait essayé de montrer, c'est que le ternaire apporte des capacités à donner des circuits d'inférence extrêmement compacts. Et ce qu'on avait montré, c'était qu'en décrivant nos circuits et en imposant l'architecture des circuits qu'on voulait, on arrivait à des meilleurs résultats à la fois en termes de surface, en vitesse et en accuracy que les travaux de Finn, ce que Xilinx essayait de mettre en avant à l'époque, qui pourtant était une implémentation binaire, donc normalement plus efficace, sauf qu'ils le faisaient avec des techniques de HLS, ce qui leur simplifiait grandement la vie, mais d'un autre côté, on le paye sur l'efficacité des circuits atteignables. Donc on avait construit un démonstrateur sur carte FPGA et on était à l'état de l'art. Est-ce que vous aurez... Voilà, ça c'est bien. Donc ce qui avait été possible de montrer à l'époque, donc là en 2018, non, ça c'est des images d'une publication de 2017, on avait pu générer très rapidement un grand nombre d'implémentations de deux types de réseaux qu'on avait appelés NN128 et NN64, donc ils diffèrent juste par le nombre de neurones qu'ils ont. C'est inspiré d'une architecture VGG qui était très utilisée à l'époque. Et donc, on peut étudier assez directement les propriétés de différentes implémentations qui varient selon la vitesse et les choix d'implémentation que vous souhaitez obtenir. Donc, la vitesse peut être drivée par le niveau de parallélisme que vous souhaitez obtenir, mais aussi par les ressources dont vous disposez. Et on peut caractériser également par leur consommation en temps réel durant une opération d'inférence suffisamment longue pour qu'on ait le temps de mesurer cette consommation-là. Donc ces expérimentations-là ont été faites en mesurant en temps réel la consommation, plutôt la puissance instantanée générée par les alimentations présentes sur la carte FPGA. Donc c'est pour les cartes FPGA qui en sont équipées, c'est super. Voilà, donc pour conclure, ce logiciel et cet environnement, on se positionne c'est un outil de travail et un outil d'expérimentation, plateforme de prototypage
pour construire et étudier l'efficacité de l'opération d'inférence et son impact sur l'efficacité en ressources et en énergie. Donc ça permet d'avoir une référence et une base de travail pour d'autres types d'innovations, notamment, justement, je vais en parler maintenant, les travaux en cours. Aujourd'hui, on travaille sur des réseaux qui sont, j'ai envie de dire, relativement simples, à convolution habituelle, donc par exemple le net, VGG, et les MobileNet version 1, version 2, et on a toutes les variantes de ResNet qu'on a scriptées, ça fonctionne bien. Donc toutes les convolutions 2D et depthwise separable, c'est géré. Les opérations de type concat et fork, c'est géré. Donc ça permet d'arriver à des réseaux d'une taille significative et qui ont heureusement un intérêt encore pour en déclencher une publication. Je veux dire, c'est nécessaire de pouvoir cibler par exemple un réseau ResNet 50. Si on fait des expérimentations sur le net, on va nourrir au nez. Donc en cours, pour étendre ça, on a des petits travaux en cours sur faire marcher YOLO qui demande dans certains cas pour arriver à pouvoir segmenter l'image. Il faut un autre type de layer. Et pour les LLM, on est en train d'étudier ça. Est-ce qu'on peut supporter ça avec notre framework? Dans quelles conditions? Tout ça. Donc, et dans les travaux en cours, les travaux en cours en ce moment dans deux directions, la compression des paramètres et le folding. Donc la compression, c'est quelque chose qui nous permet de nous attaquer à la réduction de l'empreinte mémoire des circuits. Peut-être un détail que j'ai pas dit, ce qui nous a permis d'avoir une efficacité de folie en 2017, c'est que la totalité du réseau rentrait dans le FPGA. Toutes les mémoires de poids, toutes les mémoires d'activation, il n'y a que les images qui rentrent et les résultats de classification qui sortent. Et ça, c'est la situation, c'est le Saint Graal, c'est Holy Grail, le projet. Mais quand on arrive sur des réseaux très gros, trop gros, et là on y arrive tout de suite, on y est déjà depuis longtemps en fait, les poids ne rentrent plus dans le FPGA. Et là, il faut trouver des techniques pour arriver à les rapatrier dans le FPGA à une vitesse suffisamment rapide pour pouvoir suivre la vitesse à laquelle on peut les consommer. Et ça, c'est très dur. Notre pipeline n'était pas conçu pour ça à la base. Mais justement, ça nous a permis d'avoir quelques idées, notamment pour étendre les propriétés de compression. Ce qu'on avait fait en 2017 avec le ternaire, c'est on avait tout simplement mis une flopée de décompresseurs sur le chemin de lecture des mémoires internes au FPGA. C'était tout petit parce que le ternaire, ça va très bien avec ça. Donc c'est l'avantage, mais le désavantage, c'est que c'est à peu près la seule quantification qui est applicable dans cette situation-là, parce que chaque décodeur a une vitesse de consommation des données. Tous les décodeurs sont synchrones. Leur vitesse de consommation des données est uniforme par construction, et ça ne s'applique pas à toute autre forme de compression. Donc là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, avec l'aide d'un doctorant, c'est d'étudier à quel point est-ce qu'on peut appliquer de nouvelles techniques de compression qui permettraient de réduire les besoins en quantité de mémoire et donc d'arriver quand même à avoir tous les poids on-chip, d'un FPGA notamment, et pour des réseaux plus gros. Le codage s'applique pour les nombres, notamment les nombres ternaires. On a essayé ce qui s'appelle codebook de mémoire, c'était le travail d'un postdoc. Ça consistait à dédupliquer des kernels redondants entre canaux. ANS pour de la compression entropique qui lui permet d'arriver à des résultats plus optimaux que Hoffman, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. LZ-like, c'est une expérimentation basée sur une variante hardware-friendly de LZ4 que j'ai fait dans mon coin, c'est pas dans Nawak. Donc ces approches de compression-là, elles sont faites dans des repos séparés, c'est pas fusionné dans le projet. On va essayer de le mettre aussitôt que possible, il faut d'abord le faire maturer. Notre objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui, sans trop d'impact ou disons à impact maîtrisé, sur l'accuracy globale du réseau, c'est d'arriver à quelque chose qui ne coûte
autour de, disons, 1 bit par poids. Alors ça peut paraître un petit peu excessif comme ça. Aujourd'hui, 1 bit par poids, c'est quelque chose qu'on arrive à faire en compression lossless avec juste l'algorithme ANS sur des poids 4 bits. Mais on pense qu'on peut le généraliser avec la propriété suivante, c'est que tous nos layers, ils ont une assez forte parallélisation. Et ça permet de pouvoir répartir les kernels sur des décompresseurs et donc d'optimiser chaque décompresseur au sous-ensemble des kernels dont ils auront la charge. Ça permet de réduire encore plus l'utilisation en mémoire et l'utilisation en ressources. L'utilisation en ressources qu'on peut réaffecter à des niveaux de parallélisme supplémentaires si nécessaire. Donc ça permet surtout de réduire l'utilisation mémoire au prix d'une augmentation des ressources logiques. Maintenant, réduction des ressources logiques. Pour des très grands réseaux, je me dépêche. Combien de minutes? C'est fini. Trop tard. En fait. Ouais. Bon. Repliement, c'est-à-dire un macro-bloc et on itère dessus, en gardant les activations les plus locales possibles. Voilà, conclusion, mangez-en, ça marche super bien sur différentes cartes. Desktop, workstation aussi bien que embarqué, la totalité du logiciel tourne dedans et parle à son accélérateur. Voilà, maturation, on embauche, s'il vous plaît, venez chez nous. Et ceux qui me fourniront des données quantifiées en 4 bits, je les embauche en priorité. Les liens sont là, merci. Des questions? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, très rapidement? Oui, Andrea. Juste, merci beaucoup pour la présentation. Juste peut-être une question de détail. Sur la slide dans laquelle tu présentais, je ne me rappelle plus, c'est la slide 10 ou 8, dans laquelle tu avais les résultats de synthèse en fonction de la parallélisation. C'est juste le découpage que tu as fait en LUT, LUTRAM, BRAM et tout, le fait que tu augmentes, que les BRAM restent stables. C'est parce qu'ils sont déjà, par rapport à où tu fais la synthèse et tu as déjà consommé les quotas max, tu as 100% de BRAM utilisable, donc tu ne peux pas en consommer plus? Ou c'est parce que tu as mis des contraintes de synthèse pour lesquelles... Alors l'utilisation en BRAM varie très peu, tout simplement parce qu'elles sont paramétrisables en géométrie dans le FPGA. Donc quand on a besoin de plus de bandes passantes, on change juste le nombre de lignes et on augmente la largeur de la mémoire. Et tant qu'on rentre dans des géométries disponibles, rendues possibles par la primitive du FPGA, on n'augmente pas le nombre de ces primitives, on change juste le ratio. Donc tu as fait ça avec quel outil Aucun outil en particulier. On instancie la BRAM en lui disant je veux cette géométrie-là. Mais Vivado peut aussi faire l'inférence de cette géométrie-là sans trop de problèmes de déterminisme. Parce que Vivado, elle aurait plutôt la tendance à surutiliser les BRAM en disant j'ai besoin de 150% de plus de BRAM sans même pas les optimiser au max. Donc, il a des seuils plus ou moins pertinents, mais en tout cas automatiques. À partir de tel nombre de lignes, j'utilise les LUTRAM, sinon les BRAM. Dans certains cas, on peut forcer. Nawak permet de forcer le choix de la techno, si besoin. Temps pour une dernière question rapide. Chez nous, on utilise Fin, mais maintenant, je vais utiliser Nawak, c'est bien. Ma question, c'est juste, est-ce que vous avez déjà essayé les architectures de dataflow générées par Nawak sur des gros FPGA, je pense aux cartes Alveo ou autres? On a une VCU 128. J'aime beaucoup l'idée de la compression, enfin des compresseurs là, et donc ça pourrait être vraiment pas mal. La plus grosse carte qu'on a, c'est une VCU 128, il y a 1,3 million en lutte, mais on n'a pas de setup pour les interfaces matérielles. Je veux dire, si je vais à la fin, là, tac, tac, voilà. Pour cibler ce FPGA-là, il y a un petit wrapper sur l'interface matérielle PCI Express qui vient d'un projet annexe qu'on a eu le bonheur de pouvoir réutiliser, mais qui malheureusement n'existe pas pour des cartes récentes. Donc on est un peu bridé sur aujourd'hui ce qu'on sait faire dans le temps imparti de développement pour cibler des nouvelles cartes. On a 2 stagiaires en cours qui vont arriver pour résoudre ce problème, on espère, s'ils sont aussi brillants que tes personnels. Merci beaucoup, encore une fois. Merci.